La raison, donc, on a publié cette étude qui vise à comprendre comment va évoluer le comportement du voyageur sur les prochaines années. Donc 2030, c'est un peu ambitieux, mais vous allez voir que en fait, tout ce qui transparaît dans l'étude prend ses racines déjà dans les choses qu'on peut observer aujourd'hui, donc ça reste assez tangible et concret. La question est pourquoi vouloir regarder les évolutions à 2030 et pourquoi s'axer sur un thème qui est comment créer une expérience plus enrichissante. Plusieurs choses. D'abord, si on regarde un petit peu comment évolue le marché, on se rend compte qu'il y a quelques grands facteurs qu'on peut mettre en avant. Le premier, c'est une évolution très forte des besoins. Il y a plusieurs tendances, on va pas faire l'inventaire de ces tendances, mais une par exemple qui est vraiment importante pour le voyage, pour Amadeus aussi, qui est le rapprochement des comportements entre le voyage d'affaires et le voyage loisir, donc on appelle le bleisure. Donc c'est un acronyme ou un mot qui est sorti depuis quelques années maintenant, mais qui reste extrêmement pertinent, parce qu'on n'est qu'au début de la transformation que cela implique. Donc un premier point qui montre l'évolution des besoins. Le deuxième, c'est le fait que toutes les méthodes utilisées aujourd'hui par les entreprises du voyage pour inspirer, marketer, servir le voyageur doivent fortement évoluer. Donc évidemment les technologies se sont déployées, se sont imposées, le mobile par exemple, donc ça reste un poncif, mais on n'en est qu'au début de l'adoption de ces technologies et de l'utilisation de ces technologies pour transformer l'expérience en elle-même. Donc il y a un énorme travail à faire pour comprendre comment s'approprier cette technologie, comprendre comment elle va évoluer, vu la rapidité de sa transformation, et comment elle peut contribuer à transformer l'expérience du voyage. Autre point vraiment important, et encore c'est presque des poncifs, mais c'est tellement fondamental que ça vaut le coup de les répéter, la satisfaction voyageur. Aujourd'hui, quand on se plonge un petit peu dans les expériences passées qu'on peut tous avoir de nos voyages personnels, il est facile de voir comment, oui, effectivement, on a un recours à plein de technologies, soit pour acheter, soit pour consommer, soit pour nous accompagner pendant le voyage, mais il y a aussi cette rupture que l'on rencontre à chaque étape du voyage, c'est-à-dire que l'agence n'a pas vraiment de communication avec l'aéroport pas tant avec la compagnie aérienne, la compagnie aérienne pas avec l'hôtel, donc ça veut dire en fait on passe d'un silo à un autre en tant que voyageur, et cette expérience montre qu'il y a vraiment encore beaucoup de travail à faire pour permettre à tous ces acteurs de communiquer et de proposer une expérience qui soit beaucoup plus fluide. Donc vraiment très important pour nous et encore une fois important pour le voyageur aussi. Et dernière chose, quand on parle donc d'accompagner le voyageur dans une expérience plus fluide, la personnalisation est un élément extrêmement important. Donc encore aujourd'hui, plein de technologies ont émergé sur les dernières années qui facilite le progrès sur ce domaine, mais encore une fois, quand on essaye de voir un petit peu nos expériences personnelles, on se rend compte qu'entre l'idéal de la personnalisation, et chacun peut avoir un idéal un petit peu différent, certains sont prêts à donner beaucoup plus d'accès à leurs données que d'autres, mais l'idéal de la personnalisation a encore beaucoup de travail à faire pour le marché, pour être capable d'accompagner le voyageur avec le degré de personnalisation que chaque voyageur souhaite. Donc quelques éléments importants qui montrent combien il est important de comprendre comment va évoluer le comportement du voyageur pour justement adapter l'offre, voire anticiper l'offre pour ce voyageur. Alors, quand on va, donc, on a commissionné cette étude et Amadeus a une sorte de tradition d'études sur les dernières années. Encore une fois, parce qu'on fait tellement d'investissements, on a des plans de développement tellement importants, une diversification aussi de notre métier qui est assez forte. Donc il est important pour nous de faire un petit peu de prospective pour comprendre où aller et où le marché va. Donc on avait fait une première étude destinée en partie aux airlines, mais aussi au reste des acteurs du voyage, qui se posait la question de quelle technique de merchandising, donc comment vendre meilleur les produits autour du voyage, donc tous les services que les compagnies aériennes vendent en plus du siège, de manière la plus efficace possible aux voyageurs à travers toute la chaîne de distribution. Donc c'est le premier papier qu'on avait sorti l'année dernière. Et cette année, on a fait une autre étude qui se centre pas tant sur les moyens, mais plus sur le voyageur, qui vise à comprendre d'abord quelle est
quels sont les comportements, quelle est l'évolution des comportements du voyageur et quels sont les différents segments qu'on peut identifier. Et on a appelé ces segments tribus pour plusieurs raisons que je vais couvrir. Et le deuxième point de l'étude s'attache à voir comment créer une expérience mémorable pour ces tribus. Donc une partie très démographique, on va dire, centrée sur le voyageur, et une autre partie très pratique qui vise à faire des recommandations en fait aux différents acteurs du voyage pour comprendre quel type de technologie et comment utiliser la technologie pour créer une expérience spécifique pour chacun de ces voyageurs. Donc on voulait vous exposer ces deux aspects de notre étude. Comment est-ce qu'on a fait cette étude? On a d'abord fait le premier volet de l'étude qui vise donc à étudier l'évolution du comportement du voyageur. On s'est basé sur des entretiens avec des experts en futurologie, dont un expert qui s'appelle Hammond, qui a publié, qui est un futurologue assez connu sur le marché, qui a publié sa vision du monde en 2030. Donc on a travaillé avec lui pour décliner ça sur le thème du voyage. On a travaillé avec une database qui s'appelle Envision, qui est une database qui regroupe 60 grandes tendances de consommation dans le monde. Et on a travaillé sur cette database pour comprendre quels étaient les éléments, les tendances qui étaient pertinentes pour le voyage. Et on a utilisé cette information pour extraire justement ces 6 tribus qu'on va évoquer. Et enfin, on a travaillé à la fois avec des experts d'Amadeus et ce qu'on appelle des trend spotters, donc des gens qui ont été dispatchés dans différents pays dans le monde, donc une douzaine de pays dans le monde, et ces personnes sont allées en fait vérifier un petit peu les hypothèses qui avaient été posées dans l'étude pour voir si les comportements qui avaient été définis ressortaient déjà dans les différentes régions du monde et s'ils trouvaient donc les mêmes racines ou des différences. Donc ça a aidé à calibrer un petit peu et à rendre un peu plus concret ce qui était sorti de l'étude des tendances. Donc de là sont émergées 6 tribus qui décrivent donc quel est le comportement de chaque type de voyageur, la façon dont il s'approprie le voyage. Le deuxième aspect, donc c'est l'aspect pratique. On a travaillé avec Frost & Sullivan, qui est une société avec laquelle on travaille beaucoup, qui est une société de consulting très présente dans le domaine du voyage. Et on a travaillé avec un de leurs chercheurs pour définir un petit peu comment, sur la base de l'évolution de la technologie, on pensait que cette technologie pouvait supporter et aider ces tribus à mieux s'approprier le voyage et comment les acteurs du voyage pouvaient donc mieux accompagner ces différents types de consommateurs dans leur expérience du voyage. Et on est sorti avec quelque chose de très concret, qui est une matrice que je vous présenterai à la fin, qui décrit sur plusieurs dimensions quel est le degré de service sur chacune de ces dimensions que le voyageur, en fonction de sa tribu, attend. Donc quelque chose de très concret qui permet en fait de mapper un petit peu le type d'expérience à proposer pour chaque tribu. Donc avant d'aller dans le détail de chacune des tribus, un petit prélude que l'on a fait dans cette étude était de récapituler un petit peu quels seraient les grands aspects du monde en 2030, donc la vision vers laquelle on s'achemine. Alors, bien évidemment, on va essayer de faire ça dans moins d'une heure, donc on vous invite à télécharger et puis à lire l'étude parce qu'on va donner juste quelques petites informations. Et pour commencer, donc, quelques mots sur le monde en 2030. Est-ce que vous savez combien de voyageurs on a actuellement? On est à 3,3 milliards de voyageurs. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'à l'horizon donc, de 2030, on sera 7 milliards. Ça donne déjà une tendance importante pour l'industrie du tourisme. Une autre tendance intéressante, c'est que la balance des pouvoirs économiques penche vers les pays émergents. Et puis la Chine donc, devient première économie mondiale. Cela a plusieurs impacts aussi en ce qui concerne les voyageurs. Ça veut dire qu'il y a une classe moyenne qui va être de plus en plus importante en Asie, qui fait aussi que les acteurs de tourisme, donc l'offre va évoluer aussi dans ce sens-là pour accompagner cette nouvelle classe, ces nouveaux voyageurs.
Et puis après, la population mondiale vieillit grâce à tout, en fait, à tous les progrès de la santé. On passe donc de 29,6 à 33,2 ans. Donc tout cela, ça donne déjà quelques idées de beaucoup d'opportunités dans l'industrie du tourisme. Quels sont peut-être les axes technologiques qui vont être intéressants? Donc là, on a choisi de parler de 4 aspects majeurs de la technologie, des tendances, qui vont avoir une importance forte dans notre industrie. La première, c'est l'automatisation. Alors l'automatisation, ça ne parle pas seulement de la automatisation des tâches qui permet en fait de pouvoir se concentrer sur d'autres types de services. Ça vaut le coup peut-être d'évoquer quelques exemples, notamment dans les aéroports. Vous avez vu maintenant les bornes d'enregistrement, donc ça permet en fait de prendre tous ces collaborateurs et les mettre dans d'autres types d'accueil des voyageurs, des passagers dans les aéroports. Aussi, il y a quelques années, je ne sais pas si vous vous rappelez, l'aéroport d'Orly avait mis en place des hologrammes. C'est quelque chose qu'on a vu, je crois, aussi en Angleterre. Ce sont les prémices, en fait, de l'automatisation. On le voit d'ailleurs aussi avec une société, en fait, française de robotique, Aldébaran, que vous connaissez. Je crois qu'il y a quelques temps, il y avait une conférence ici sur la robotisation où on parlait des progrès de la robotique. Et puis, c'est intéressant, toute cette automatisation fait partie de notre vie et fera partie en fait de l'offre touristique. Par la suite, donc l'immersion. Toute l'expérience de voyage va être un peu anticipée par cette offre d'immersion, de réalité augmentée, qui va permettre de vivre un peu en amont, de vivre et d'inciter au voyage en phase de pré-trip. L'année dernière, même nous, à Topresa, on avait montré un prototype sur les Oculus Rift, les Google Glass, qui permettait en fait, une fois la réservation effectuée, de pouvoir choisir sa place en avion avec le masque Oculus. On peut se balader dans l'avion et pouvoir regarder quelle place nous conviendrait le mieux. Et d'autant plus intéressant pour l'hôtel, qui permet en fait déjà, pour pouvoir choisir sa catégorie et sa chambre d'hôtel, de pouvoir visiter de façon virtuelle, donc grâce à cette technologie immersive, les différents typologies de chambres d'hôtel. La biométrie. Alors la biométrie fait déjà partie de notre vie. Par exemple, à l'aéroport, les contrôles de sécurité ont mis déjà en place cette technologie-là. Toutes les bracelets connectés, les montres connectées, on peut imaginer que ça va aller beaucoup plus loin et qu'en fonction de notre rythme cardiaque, en fonction de plein d'autres signaux que ces appareils pourront transmettre, on va savoir quel est le meilleur moment de partir en voyage. Quel est le meilleur moment où ces offres personnalisées, parce que la personnalisation, Alexandre a déjà évoqué, ça sera un axe important sur lequel les acteurs de voyage vont devoir répondre, à quel est le meilleur moment et quelle est l'offre qui nous convient le plus. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on vit dans une époque de infobésité, où on reçoit beaucoup de publicité. Ce qui va être important, et les acteurs qui vont réussir, ce sont ceux qui vont réussir à s'adapter, à traiter toute cette information que le big data, l'intelligence artificielle pourront traiter, pour nous offrir que l'information qui est la plus pertinente et qui est susceptible de nous intéresser. Et donc, plus de voyageurs, la technologie change, mais ça change aussi la façon dont on consomme et dont on voyage. Ce que l'étude en fait met en évidence, c'est qu'on sera presque 80% à consommer des réseaux sociaux. Et tout ce qui est en fait un tweet ou une autre forme d'expression va être sur les réseaux sociaux, va être valorisé et ça va devenir un capital social. Donc on appelle un capital social, c'est la valeur à la fois économique, mais aussi émotionnelle, qu'on peut extraire de son réseau de contacts. On voit déjà, je pense que les chiffres, j'ai plus vraiment en tête le chiffre, mais je crois qu'on est
presque 70% des voyageurs se disent influencés par les avis, genre TripAdvisor. Donc c'est déjà une actualité. Demain, ça va devenir un moyen quantifiable. Toute expression sur les réseaux sociaux, ça devient vraiment un facteur important dans la décision et l'influence qu'on a sur le voyage. Bien évidemment, donc TripAdvisor, Facebook sont des exemples. Il y a un autre exemple qui me vient en tête. Vous connaissez peut-être la Startup Recommend, donc qui permet en fait de mélanger à la fois les avis des particuliers et des experts sur le voyage et plein d'autres en fait, plein d'autres choses. Et après, c'est à nous de décider quelle typologie nous correspond le plus. Ce sont des amis, ce sont des experts, et puis d'en déduire et d'en consommer en fonction de ces avis-là. Le légère, dans cet acronyme qu'Alexandre a déjà expliqué, oui, la frontière entre le légère et le business va devenir de plus en plus fine, et ça va être quelque chose qui devra être pris en compte. Et puis, ce qui est assez intéressant, ce sont les préoccupations éthiques. Donc ça devient, c'est une tendance vraiment intéressante, et on le voit en dehors de l'industrie de voyage, et c'est une tendance qui va croître. Ça va devenir des groupes, donc on va voir des groupes de personnes qui vont vivre de par des règles éthiques. Et en fait, toutes ces règles éthiques, cette consommation éthique, seulement les marques qui vont savoir y répondre vont pouvoir répondre à cette partie de la population. Donc tous ces critères-là, toutes ces tendances-là très fortes ont permis en fait en deuxième partie de l'étude de distinguer 6 tribus de voyageurs. Alexandre? Tintin, donc c'était la slide que je voulais pousser, voilà. Donc oui, 6 tribus, qui sont-ils? Donc en fait, comment est-ce qu'on est arrivé à ces tribus et pourquoi est-ce qu'on en parle maintenant? En fait, on a eu une démarche assez novatrice, c'est-à-dire qu'au lieu de croiser presque exclusivement des données démographiques, c'est-à-dire âge, géographie, génération, etc., etc., on s'est vraiment porté sur les tendances et on a essayé autour de ces tendances de voyage d'isoler différents profils. Donc on a poussé un petit peu l'étude dans le domaine de la psychologie et finalement on a essayé de mapper un petit peu les attitudes de consommation vis-à-vis du voyage sur différents profils. Donc on est arrivé avec ces 6 tribus qui sont vraiment des tribus comportementales et pas juste démographiques. Donc, première tribu, c'est le voyageur privilégiant la simplicité. Donc, voyageur qui veut avoir une information très claire, qui veut être accompagné par ses fournisseurs de façon à ne pas se poser trop de questions, de se sentir vraiment pris en charge et qui veut pouvoir profiter au maximum de son temps de vacances sans se poser trop de questions. Donc je vous montrerai comment après, dans la matrice que l'on a fait, on décline de manière très précise ce comportement. Et puis après, je vous invite à lire l'étude. Mais c'est le premier type de voyageur. Donc, privilégiant la simplicité. Ce qui est intéressant, c'est de voir que, en fait, ce profil de voyageur trouve des échos, quelle que soit la géographie. C'est-à-dire qu'en France, on voit très bien le type de personne qui veut pouvoir donc prendre un package chez un tour opérateur, ne pas se poser de questions de savoir quel fournisseur de voiture il va prendre, quel hôtel il va prendre, etc. Il veut juste un truc clé en main et basta. De même, quand on regarde dans les pays en voie de développement, le temps de vacances est un temps compté, donc 1 semaine, 2 semaines de vacances, c'est déjà presque un luxe. Et donc il y a une classe moyenne qui est avide de voyager, mais qui veut être sûre qu'elle va en profiter au maximum de ce petit temps de vacances et qu'elle ne va pas faire d'erreur. Donc c'est un monde assez inconnu pour eux. Ils n'ont pas les années et années d'expérience qu'on peut avoir dans les pays développés d'explorer le monde. Donc ils savent pas forcément où aller. Ils ont besoin de conseils. Et pareil, donc ils préfèrent consommer du paquet clé en main. Et ça se retrouve donc voyageur en Inde, pareil, qui veut pouvoir faire
semaine en Europe, ou voyageur chinois qui veut pouvoir faire une semaine en Europe sans avoir à se poser trop de questions sur quel fournisseur prendre, comment construire son voyage. Donc c'est quelque chose qu'on voyait, et c'est donc quelque chose qui évolue en fonction du développement économique de la société du voyageur. Deuxième voyageur, le voyageur récompense. Donc je vous présente Claudie. Vous verrez qu'on parle de Claudie dans l'étude. Donc le voyageur par récompense, c'est le voyageur qui travaille énormément, qui a un rythme très soutenu et qui veut vraiment se faire plaisir quand il ou elle prend des vacances. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est prêt à dépenser beaucoup, des prestations assez luxueuses, assez exceptionnelles, qui sont pas forcément, enfin qui sont potentiellement au-delà de son budget normal si on regarde juste son segment démographique. Mais encore une fois, quelqu'un qui valorise vraiment beaucoup son temps de vacances et qui est prêt à s'éclater et donc à dépenser beaucoup. Donc pareil, la question est comment détecter ce type de personne pour lui proposer l'expérience la plus en adéquation avec ses attentes. Troisième tribu, le chercheur de capital social. Donc c'est cette tribu, encore une fois, qui vit un petit peu plus par le regard des autres que la moyenne, donc qui a besoin de valoriser son expérience à travers ses contacts, à travers son réseau. Et c'est aussi, pareil, quelqu'un qui fait beaucoup plus confiance à l'avis de son réseau, à l'avis de ses pairs, à l'avis d'experts pour construire son voyage. Le puriste de la culture, donc c'est quelqu'un qui va essayer de s'immerger dans la culture qu'il visite. Donc il se rapproche un petit peu de la tribu suivante, mais c'est encore quelqu'un donc qui est prêt à sortir un petit peu des chemins battus, qui va rechercher l'authenticité de son expérience. Mais authenticité ne veut pas dire ne pas être accompagné, ne pas avoir des conseils pour construire son voyage. Donc on parle un peu récemment du slow travel. Donc c'est quelqu'un qui va vouloir construire une expérience un peu plus authentique que le reste, peut-être passer un peu plus de temps, et qui va donc avoir des recherches et des exigences très particulières, très segmentant d'une manière, et qui encore une fois va consommer la technologie d'une manière un peu différente, c'est-à-dire qu'il va falloir pour les prestataires de voyage savoir où le trouver, comment le reconnaître et comment lui offrir une offre, une expérience de voyage très très spécifique. Alors on a le voyageur éthique aussi, donc le voyageur pour qui les dimensions morales, éthiques sont importantes, à la fois pour choisir le type de voyage qu'il va faire et ensuite pour vivre le type d'expérience qu'il souhaite. Donc tout bêtement, savoir combien son voyage va consommer en CO2, savoir quel va être l'impact de son voyage sur le tissu économique, social de la population et de la destination qu'il va visiter, et être capable, voire de participer au tissu économique et social local pour avoir une expérience de contribution au développement, contribution, etc. Donc, dimension très importante, et encore une fois, segment très particulier qu'il va falloir reconnaître et auquel il va falloir proposer donc une offre extrêmement spécifique, absolument différente des autres segments. Et enfin, le voyageur par obligation, on parlait du blégeur au début. Donc voyageur par obligation, c'est la personne qui a une obligation, que ce soit une obligation professionnelle ou personnelle, et qui va en fait construire son voyage autour de cette obligation. Donc quelqu'un qui n'a pas trop le choix finalement dans la date du voyage qu'il veut construire, mais qui va avoir des attentes extrêmement fortes sur les possibilités pour construire une expérience autour de cette obligation vraiment ponctuelle. Donc ça peut être un voyage pour une fête religieuse, pour un mariage, ça peut être un voyage d'affaires tout simplement. Et la question sera de comment construire autour de cette date, de cette obligation, une expérience plus riche. Donc être capable peut-être de rencontrer des collègues si c'est un voyage loisir, et une obligation personnelle. Et à contrario,
c'est construire être capable d'avoir une dimension loisir dans un voyage professionnel, ne serait-ce que quelques heures. Donc c'est cette population qu'on voulait décrire dans un moment un petit peu plus en détail pour expliquer en détail comment justement notre analyse permet de donner des pistes du type d'expérience à construire pour une tribu donnée. Et je disais que je ne me reconnaissais pas bien dans ces 6 segmentations. Et je voulais savoir dans quelle mesure on pouvait combiner ces segmentations. Par exemple, le voyage récompense avec la simplicité ou avec des soucis éthiques, etc. Est-ce que vous avez abordé ces sujets-là également dans l'étude ? Alors, pour vous aider à vous reconnaître, déjà, vous pouvez accéder à un petit questionnaire qui prend moins d'1 minute. Si vous allez sur amadeus.fr, vous allez voir un bandeau qui mentionne cette étude. Et il y a un petit questionnaire qui vous permet d'identifier à quelle tribu vous appartenez. Et ce qu'on a vu, en fait, c'est que une personne n'appartient pas à une tribu donnée. C'est-à-dire que en fonction du moment dans lequel vous êtes, vous pouvez appartenir à une tribu ou à un autre. L'intérêt, c'est pas pour nous de dire voilà, une personne va appartenir à telle tribu sur les 10 prochaines années. C'est plus de dire voilà, il y a une expérience type à construire pour un profil donné et il faut reconnaître ponctuellement à quelle tribu une personne appartient à un moment donné pour lui offrir l'expérience qui convient. Donc c'est très intéressant parce que effectivement, on se rend compte que l'individu est complexe et peut avoir des aspirations différentes sur l'année, sur la journée. Donc encore une fois, la question n'est pas de dire très bien cette personne est mappée et taguée comme appartenant à la tribu des voyageurs éthiques sur les 10 prochaines années et on va lui proposer que du voyage éthique, mais plutôt de comprendre quels sont les signaux que cette personne émet, à quelle tribu ou type de consommation cette personne se rattache et lui offrir l'expérience en conséquence. Donc vous verrez, si vous faites le questionnaire, vous verrez que donc certains ont une tendance forte qui ressort et on peut les mapper à une tribu particulière, mais d'autres ont un profil beaucoup plus mélangé, beaucoup plus mixte, avec juste des dominantes, mais qui s'imposent pas forcément. Donc encore une fois, l'intérêt vraiment est de comprendre à un moment donné quel type d'engagement il faut avoir avec une personne sur la base des signaux qu'elle émet, sur la base des données qui sont disponibles sur cette personne à un instant donné. L'autre point intéressant, c'est que donc on parle de tribus à 2030, mais rien n'est vraiment nouveau dans la description des tribus que l'on fait. On peut relier déjà chacune de ces tribus à une expérience personnelle ou l'expérience personnelle de proches. Donc ce qui est vraiment important, c'est de voir que on ne fait en fait que cristalliser des signaux qui existent déjà sur le marché et simplement essayer de synthétiser ça en quelques comportements de façon à guider après les acteurs dans la façon d'adresser ces comportements et de les satisfaire. Ça répond à votre question ? Ouais, mais c'était plus sur vraiment la combinaison des tribus, c'est-à-dire que, encore une fois, là on a vu qu'il y avait des voyageurs avec une pente, vous avez pris l'exemple de quelqu'un qui travaillait beaucoup, qui dépensait beaucoup, il peut très bien dépenser en éthique. C'est-à-dire payer plus cher pour avoir un voyage éthique. Donc dépenser moins de CO2, moi j'en sais rien. Oui, vous avez raison. Et d'ailleurs, parmi les résultats, vous allez voir quand vous faites le petit formulaire, ça peut vous dire, vous êtes une combinaison des 6 tribus. En fait, ce qu'on constate, c'est juste que ce sont des comportements, donc des comportements à la fois d'achat, mais aussi des comportements d'attente d'expérience de voyage, qui peuvent être combinés. Donc la même personne peut aussi à la fois, quand on part en famille avec les petits-enfants ou autres, peut-être qu'on est voyageur simplicité parce que c'est compliqué, on veut quelque chose pris en main. Quand on part, la même personne, on est amoureux sans enfant, peut-être que là on est plutôt voyageur récompense parce qu'on va s'offrir 2 jours, c'est tout ce qu'on peut, le temps qu'on laisse les enfants chez les grands-parents. Donc on veut vraiment bien profiter, mais en même temps mélanger avec un voyageur par obligation parce que les dates sont plutôt imposées. Donc c'est vrai que le mélange
Donc le mélange existe, peut-être entre chacun d'entre nous. Il y a des personnes qui vont avoir une dominante très très forte, simplicité ou éthique, parce que ça correspond aussi à un moment dans leur vie. Mais en fait, ces tribus-là, ce qu'ils vont faire, donc c'est vraiment l'expérience d'achat. Ça veut dire que les professionnels du tourisme vont devoir pouvoir répondre. Donc la façon dont l'achat, donc que les voyageurs le l'acte d'achat va être réalisé, il faut qu'ils puissent répondre à ces critères-là. Et aussi, on va parler tout à l'heure de l'expérience. Maintenant, tous ces en fait catégories vont changer profondément en fait l'expérience de voyage qu'on attend à la fin. Il y avait une autre question, je pense. Je sais parler fort. Je trouve que c'est une segmentation qui, dans la perception que j'en ai, je trouve qu'elle est quand même assez loisir. Enfin, c'est des motivations assez loisir. Est-ce que vraiment vous avez retrouvé ces types d'attitudes, de comportements psychologiques aussi dans la clientèle d'affaires, le voyage d'affaires? C'est un peu plus nuancé. Le voyage d'affaires, c'est un voyage par obligation. Ça c'est certain. Il a besoin de simplicité, de facilité. Je trouve que les 4 autres dimensions sont peut-être un peu plus largées. Peut-être en arrivant le soir, il a envie de trouver les collègues, on peut devenir un chercheur de capital social. Mais je trouve que ces 4 dimensions, je pense aussi que ça peut être un challenge, mais je trouve quand même une orientation assez loisir. Alors comment vous avez en fait, votre réaction par rapport à ça? Non, c'est vrai. Une des explications potentielles, parce que je n'ai pas participé à l'étude, c'est que on considère peut-être que il y a plus de diversité, ou une diversité plus évidente sur la façon dont les gens abordent le voyage de tourisme. C'est-à-dire que le voyage loisir est une fin en soi, on va dire, alors que le voyage d'affaires est plus un moyen, donc quelque chose de très pratique. Mais effectivement, si on creusait, on pourrait, voilà, peut-être rendez-vous l'année prochaine, mais on pourrait effectivement décliner le même type d'études sur un segment particulier, voir ce qui en émerge. Ouais, c'est une bonne piste. Et il y a aussi, n'oubliez pas, on parlait tout à l'heure de pleasure. Donc aujourd'hui, le voyageur d'affaires veut aussi en tirer un peu une expérience personnelle. Donc je pense que vous avez raison, le voyageur d'affaires peut être un voyageur par obligation et simplicité, parce que bon, on a préparé toutes les autres choses qu'on doit faire pendant le voyage, donc on ne veut pas perdre du temps pour l'organisation de voyage. Mais en même temps, peut-être, ça peut être aussi un voyageur récompense. Il se dit, si la politique de voyage me le permet, je peux être dans un bel hôtel où il y a aussi une prestation spa à la fin de ma réunion. Je peux m'offrir aussi. Donc c'est vrai que les autres, ou même d'autres choses, le tourisme, la culture, vu que je vais être à Londres en même temps, il y a une belle exposition, donc je vais pouvoir en profiter. Donc en fait, les autres catégories peuvent influencer également un voyageur d'affaires. Mais vous avez raison, et le pleasure, c'est exactement ça. C'est aussi une tendance qui est mise en évidence aux acteurs de tourisme, et puis bon, du coup aussi aux entreprises, pour dire le voyageur d'affaires aujourd'hui a besoin de franchir cette frontière. Je ne sais pas, on verra d'ici 15 ans, ça va passer très vite. On saura un peu si comment ça a été mis en pratique. Mais c'est vrai que la tendance, vous avez raison, c'est une tendance forte aujourd'hui parmi les voyageurs d'affaires. Merci. J'avais une petite question complémentaire. En fait, parmi ces 6 profils, est-ce qu'il y en a 2, 3 qui, selon vous, vont émerger plus fortement? Est-ce que ça a été évalué en nombre, mais aussi en poids économique, notamment par rapport au développement des pays émergents, où effectivement les voyageurs privilégiant la simplicité, on peut se dire, nous, d'un point de vue européen ou français, on va se dire, c'est plus tellement ce segment qui va croître, peut-être plus les voyageurs éthiques, et finalement, si on raisonne global, mondial, on pose un autre regard. Donc, est-ce que ça a été évalué, projeté?
Très bonne question. On n'a pas la réponse. C'est-à-dire que, par contre, je pourrais peut-être partager quelque chose avec vous après. C'est-à-dire que une fois, donc, on a publié cette étude récemment, en juin, et en même temps, on a lancé un sondage. C'est-à-dire qu'en mettant ce questionnaire en ligne et en faisant la promotion globalement, donc on a fait pas mal de sessions dans différents pays du globe. On a du coup réussi à diffuser ça assez largement et on a eu pas mal de réponses sur le questionnaire. Donc ça n'a pas une valeur statistique vraiment encore, mais ça nous a permis d'avoir quelques résultats. Donc je ne les ai pas avec moi, mais je peux partager ça avec vous si vous voulez. Si vous nous laissez vos emails ou cartes de visite, on pourra vous envoyer ça. C'est moi? Non? C'est toi? C'est moi. C'est toi. On a commencé un tout petit peu à évoquer la suite. Donc on a dit toutes ces catégories de voyageurs vont changer profondément l'expérience d'achat, mais aussi l'expérience de voyage. Hop, dans l'autre sens. Donc, et comment en fait? Donc, il faut à la fois créer des expériences inoubliables à la fois d'achat, et c'est là où le big data, toute cette information, on a parlé tout à l'heure, la robotique, l'automatisation, le traitement de l'intelligence artificielle vont permettre donc de fournir de la personnalisation en temps réel. L'expérience elle-même d'achat, donc elle est automatisée et fluide. Ça veut dire qu'on peut envoyer au meilleur moment et en fonction des attentes de voyageurs la meilleure offre qui est susceptible de l'intéresser. Il y a aussi l'interaction continue. Aujourd'hui, entre les marques, entre les acteurs de tourisme et les voyageurs, grâce donc déjà à la mobilité, mais aussi après à tous les autres objets connectés, on est en permanence en relation avec le voyageur. Et ça permet aussi donc d'ouvrir des nouveaux canaux de vente. Et il y a deux aspects. L'inspiration versus l'information. Donc l'inspiration, ce qu'on voit déjà un tout petit peu, et puis ça va accroître dans les années à venir, toute la partie inspiration, ça va être plutôt sur ce qu'on parlait tout à l'heure, des expériences immersives, des écrans plus grands, la réalité virtuelle. Ça permet en fait de faire voyager avant le voyage. En opposition donc avec l'information qui, elle, doit être personnalisée et puis arriver au bon moment. Et tout cela, en fait, à la fin, pour créer une nouvelle expérience qui va être déterminée, en fait, dans le fait que les voyageurs, donc, qu'on va pouvoir réinviter les voyageurs, donc, dans la même marque, et que les voyageurs en parlent, comme on a vu tout à l'heure, le capital social est très important, que les voyageurs en parlent autour d'eux, c'est l'expérience. Il faut qu'ils arrivent à vivre une expérience inoubliable dans le voyage. Une expérience inoubliable, c'est aussi quand elle correspond déjà à la base à 100% aux attentes. Alors, ce qui est très intéressant, on a beaucoup parlé dernières années, vous connaissez, on parlait donc l'organisation de voyages, pré-trip, in-trip et post-trip. Et maintenant, donc, on est passé de ces trois phases-là, se sont un peu détaillées, et puis on en est à 9 aujourd'hui. Donc, la partie pré-trip, donc il y a toute la partie inspiration, dont on a parlé tout à l'heure, la partie shopping, donc l'expérience vraiment d'achat, la réservation, toute la partie donc entre 24 et 48 heures après la réservation. Toujours dans la partie donc avant le voyage, on a les 48 heures à 24 heures avant le départ, où il va falloir recontacter le voyageur. Au moment, donc, sur sa route à l'aéroport, on sait aussi, par exemple, que ça soit le voyageur d'affaires ou le voyageur loisir, il faut réduire au minimum le stress lié au voyage. Et cette partie-là, ça arrive aussi au moment d'aller à l'aéroport, au moment de check-in ou autre, qui devient une phase importante, en fait, de la partie avant le voyage. À l'aéroport, toutes ces expériences, en fait, qui vont changer aussi au moment où on est à l'aéroport, toute la partie donc pendant le voyage où on reste quand même connecté avec le voyageur même pendant son voyage, et puis il y a une offre service qu'il faut développer, qui aujourd'hui est peut-être peu développée,
Et la partie post-tri, bien évidemment, qui reste importante parce que c'est là où le voyageur va en fait partager son expérience de voyage et surtout où on peut le faire revenir pour une nouvelle expérience, un nouveau voyage. Donc, ce que l'étude cherche essentiellement à combiner, en fait, c'est chaque personnalité de voyageur avec l'expérience de voyage qui lui correspond. Et je crois que on a le temps peut-être de donner un exemple. Donc, dans l'étude, on montre de la matrice qu'on propose, et je crois que l'exemple, c'est le voyageur par obligation. Donc rapidement, pour donner un exemple vraiment concret, donc on va peut-être plutôt zoomer là-dessus. Voilà. Donc dans le deuxième volet, donc le premier volet était à propos des types de tribus, donc les comportements de voyageurs. Le deuxième volet était l'expérience à construire et la collaboration entre les différents acteurs pour créer une expérience plus fluide. Donc, ce que l'on a mappé, finalement, on a créé cette matrice, encore une fois, qui est juste un outil parmi d'autres que les acteurs du voyage peuvent s'approprier ou pas. Plusieurs dimensions que l'on a définies. La première est quelle est l'opportunité d'influencer un membre d'une tribu donnée. Quel est le degré de personnalisation à lui apporter? Quel est le type d'expérience à lui offrir? Quel est le niveau de contact à maintenir pendant toute l'expérience de consommation du voyage? Quels sont les types de contact, les outils à utiliser pour entrer en contact? Et quel est finalement le type d'expérience à offrir? Donc on a mappé le comportement de chaque tribu sur cette matrice. Et donc chacun a un profil donné. Donc encore une fois, ce n'est qu'un guide, ce n'est absolument pas la vérité absolue du comportement ou de l'expérience à construire pour un voyageur, mais c'est intéressant de le mettre dans la boîte à outils. Donc si on prend le voyageur par obligation, donc ce que l'on dit en fait, c'est que donc engager ce voyageur à lui proposer une étape d'inspiration n'est pas pertinent, puisqu'il sait déjà où il doit aller et à quelle date. Donc il est plus dans un mode de recherche d'informations au moment du shopping et du booking, où il veut, sur la base de ses contraintes, donc comprendre ses options et faire des choix. Donc c'est plus à ce moment-là qu'il faut commencer à l'engager. Le type de personnalisation doit être très important, parce qu'il faut simplement reconnaître d'abord qu'il est dans ce type de voyage et reconnaître simplement quelles sont ses contraintes. Donc construire un voyage autour de ces contraintes très précises. Donc encore une fois, degré de personnalisation très important. Il est plutôt dans une démarche d'achat de paquets, c'est-à-dire qu'il recherche un acteur qui va pouvoir l'accompagner et lui dire, bah voilà, sur la base des contraintes, sur la base du type de voyage que tu recherches, voilà ce qu'on te propose autour. Donc tout le paquet, que ce soit la partie qui répond à son obligation et aussi les offres supplémentaires qui lui permettent d'étoffer l'expérience autour de cette obligation. Le type de contact est plutôt moyen, c'est-à-dire qu'une fois que cette offre, ce paquet lui est proposé et qu'il a décidé de le consommer, il est assez autonome, il n'a pas besoin d'être bombardé de propositions, parce qu'encore une fois, ces contraintes font qu'il n'a pas une grande flexibilité dans les choix qu'il peut faire. Il a besoin de beaucoup d'informations, donc il n'est pas encore dans un mode d'inspiration, il est plus dans un mode d'information, c'est-à-dire qu'à un moment donné dans son expérience, il veut pouvoir savoir quelles sont les options autour de lui, de façon à rentabiliser son temps au mieux, de comprendre ses choix au mieux. Donc savoir qu'effectivement, à 200 mètres de son rendez-vous, où il a 3 heures à tuer, il peut aller justement voir une exposition du Caravage et passer 1 heure et peut-être acheter un ticket coupe-fil qui va lui permettre de faire son exposition et pas perdre son temps pendant la queue, etc. Et le type d'expérience, encore une fois, il est plus dans un mode de productivité, c'est-à-dire qu'il veut rentabiliser au mieux son temps, il veut enrichir son expérience, donc il faut que l'information soit rapide, il faut qu'elle soit pertinente, et il faut qu'il puisse y accéder en temps réel. Donc il y a des services déjà qui préfigurent ça, il y a Google Now, il y a
Citymapper au UK, et un peu toutes les applications de GPS, etc. maintenant commencent à s'enrichir de services et de services. Quand on regarde comment va évoluer la voiture connectée dans les années à venir, ça va devenir un élément extrêmement important d'accompagnement du voyage, et pour le voyageur par obligation locale, ça va être un moyen de lui pousser de l'information et de développer sa consommation du voyage et des services autour qui va être très très intéressant. Donc voilà, un exemple concret de comment en fait on peut réfléchir à l'expérience à construire, à la façon d'utiliser la technologie pour chacune de ces tribus. Donc le reste des tribus est mappé de la même manière dans le papier. C'est une étude qui est très courte, donc si ça vous est pertinent, moi je vous invite à la parcourir. Ouais, enfin rapidement pour dire comment donc pourquoi Amadeus a un engagement et puis une tradition dans ces études-là, c'est aussi parce que c'est une société qui a un engagement assez fort dans l'innovation. Donc ça c'est juste pour dire, oui, on a été nommé premier investisseur en fait dans R&D en Europe dans l'industrie du tourisme. On a investi donc plus de 3,5 milliards depuis 2004. Je pense que l'année dernière, en 2014, on a investi 568 millions. Mais ça ne suffit pas. En fait, ça se combine bien évidemment avec un très fort et compétent centre de R&D qui est à Sophia Antipolis, où il y a plus de 4500 collaborateurs sur un peu plus de 13 000 qu'Amadeus a dans le monde, mais aussi combiné avec l'expérience qu'on a à travers à la mise en place des solutions à travers nos clients. Donc tous ces investissements-là, je crois qu'on a un exemple tout à l'heure, juste pour dire deux mots en fait par la suite sur ce qu'on propose en fait aux compagnies aériennes. Donc vous savez, Amadeus en fait travaille avec les compagnies aériennes, mais aussi avec les hôteliers, le rail, les agences de voyage. Enfin, on essaye vraiment dans tout l'écosystème, on essaye d'innover et puis d'apprendre. Altéa, en fait, c'est la plateforme IT qu'on met à disposition aux compagnies aériennes. Donc aujourd'hui, il y en a 133, il y a eu une croissance de presque 30% depuis 2010. Et ce qui est intéressant, ce sont en fait les passagers embarqués, donc on est presque à 700 millions. Tous ces passagers embarqués, en fait, c'est aussi une expérience qui nous permet en fait d'apprendre et puis de continuer d'innover. Et l'étude ne fait que nous donner, nous et je pense qu'aux autres acteurs de l'industrie du tourisme et de voyage, des tendances sur lesquelles il va falloir répondre. Voilà. Altéa, donc c'est une plateforme IT de gestion de passagers qu'on propose aux compagnies aériennes, qui permettent en fait de traiter l'information, peu importe en fait par quel système elles ont été embarquées. En fait, c'est une solution qui permet de mutualiser et d'optimiser le traitement des compagnies aériennes. Peut-être toi tu peux, Alexandre, qui est un spécialiste. Donc en fait c'est simple, Altéa c'est une plateforme qui est composée de plusieurs modules que les compagnies aériennes peuvent consommer à loisir. Donc en gros ça gère la réservation, donc tout le process de choix et de décision du voyage que fait le passager avec une compagnie aérienne, émission ticket, etc. Et services autour de ce ticket ensuite. Ça gère tout le processus d'embarquement en aéroport. Donc quand vous voyez un agent Air France par exemple ou Air Europa, etc. qui est à la porte pour vous embarquer, le système qu'ils utilisent c'est Amadeus. On gère aussi l'inventaire des compagnies aériennes, donc ça veut dire quel siège offrir à quelle personne, à quel prix, à quel moment. Donc c'est nous qui gérons ça aussi pour beaucoup de compagnies aériennes, dont les plus grandes. Et aussi le revenu management. Donc encore une fois, donc l'inventaire est un disons que le revenu management est la partie
la partie intelligente de l'inventaire. L'inventaire est plus simplement dire, OK, j'ouvre une classe de réservation à un moment donné et je dis quel est le stock de sièges que je mets sur le marché à un moment donné. Le revenu management, c'était cette intelligence que j'évoquais, qui veut dire, OK, sur la base du trafic de demande que je vois, les informations de compétition que j'ai, je décide de faire fluctuer mon offre en termes de prix, d'ouverture de classe, etc. Donc pareil, c'est vraiment tous les métiers critiques, tout l'IT critique des compagnies aériennes que l'on offre. On a à peu près 120 compagnies aériennes qui nous utilisent, donc les plus grandes en Europe, en Asie maintenant aussi. Et aux États-Unis, on vient d'installer tout notre software pour Southwest, qui fait 130 millions de PAX, donc et là, low cost qui a inspiré Ryanair, EasyJet, etc. Donc c'est un business qui marche très bien et qu'en fait on est en train de décliner sur les autres verticales du voyage. C'est-à-dire qu'on fait la même chose avec les hôtels, la même chose avec les aéroports, la même chose avec les compagnies ferroviaires et on offre beaucoup d'IT aussi aux agences de voyage. Et en fait, c'est un petit peu la vision qui nous porte et qui transparaît à travers ce genre d'études. C'est on investit dans toutes ces verticales pour être capable ensuite de connecter ces verticales et de casser les silos et de faire en sorte que justement on est capable, en étant l'IT qui gère le passager sur chaque point de son voyage, donc créer des connexions entre les différents acteurs et faire en sorte que justement les différents acteurs puissent communiquer sur ce voyageur au fur et à mesure que se déroule l'expérience du voyageur. Donc collecter des informations, échanger ces informations pour faire que le voyage soit de plus en plus fluide. Donc on imagine, et on a quantifié ça l'année dernière, mais on imagine qu'en créant ces interconnexions, on sera capable de créer, ou permettre en tout cas aux acteurs de créer beaucoup de valeur, donc créer beaucoup de revenus additionnels pour l'industrie du voyage. Donc l'industrie du voyage, quand on regarde, le nombre de voyageurs aériens va doubler d'ici 2030. Il y a consensus entre IATA, Boeing, Airbus sur le sujet. Et donc c'est déjà phénoménal. En plus, en créant et en faisant levier sur toute cette technologie et en créant la possibilité d'échanger de l'information et créer une expérience beaucoup plus riche, donc en renforçant la consommation autour du voyage, il y a vraiment des opportunités extraordinaires pour tous les acteurs du voyage, à condition de faire les bons paris. Je ne sais pas si vous avez des questions sur le sujet, les tribus, le type d'expérience. Merci. J'ai une question par rapport à tout ce qui est consommation collaborative. Est-ce que vous avez intégré ça dans votre étude? Est-ce que ça fait, c'est une partie sous-jacente de je sais pas quoi, ou pas du tout? Alors, je crois que c'est le dada d'Ivantia, mais avant de lui passer le micro, oui, ça transparaît dans les différentes tribus, donc quelle que soit la tribu d'ailleurs, on y fait référence et effectivement c'est un nouveau type de consommation qui transparaît dans chacune de ces tribus. Maintenant, en ce qui concerne Amadeus ou l'impact de ce type de consommation, je laisse Ivantia en parler. C'est une tendance forte et elle fera partie certainement des tendances qui vont influencer le futur de voyage. Maintenant, j'ai envie d'évoquer en fait un acronyme qu'on utilise beaucoup chez nous et que vous connaissez certainement, c'est le VUCA. Donc on est dans un monde, donc VUCA, ça représente volatile, donc ça vient de l'anglais, mais c'est incertain, complexe et ambigu. On a des tendances fortes, mais ce sont finalement les consommateurs qui vont porter ces tendances-là. C'est vrai que le collaboratif, oui, on a des exemples aujourd'hui comme Airbnb, comme Blablacar, pour prendre des exemples français, qui font partie en fait de la vie des voyageurs et de l'industrie déjà. C'est vrai qu'un Airbnb devient partenaire officiel des Jeux Olympiques de Rio, oui, ça en veut dire quelque chose, donc ça c'est quelque chose qui va influencer tous ces comportements. Quand on parle aussi capital social, donc c'est aussi en rapport avec les réseaux sociaux en fait.
parce que ça met aussi en relation à la fois des particuliers, et c'est vrai aussi que tous ces biens et tous nos hobbies deviennent en fait, ils vont avoir une valeur donc monétique, in fine. Mais ce que j'ai envie de dire, donc par rapport à VUCA, oui, comment on va répondre à toutes ces tendances-là finalement, c'est il faut développer l'agilité, certainement. Il faut développer aussi la possibilité de lancer beaucoup de choses, développer l'entrepreneuriat, c'est très important. Ne pas avoir peur aussi de l'échec, de l'accepter comme une étape indispensable dans l'innovation. Développer la clarté, donc ce monde complètement ambigu, et puis c'est là où des études comme Future Travel Tribes, ça donne en fait une perspective. C'est vrai qu'on a dit tout à l'heure, parmi les comportements d'achat, le prédictif est aussi très, très, très important. Donc il faut beaucoup analyser, beaucoup étudier, et puis essayer d'aller dans la direction en fait que la prospective nous indique. Et je pense que pour Amadeus, c'était un mot pour conclure, pourquoi nous investissons autant, mais c'est aussi in fine pour servir le voyageur. Donc nous sommes une société B2B, mais on le sert indirectement à travers tous nos clients, à travers les compagnies aériennes, les hôteliers, le transport, donc finalement les agences de voyage. In fine, donc la préoccupation principale, qui devrait être la préoccupation principale de tous les acteurs dans l'industrie, c'est de faciliter donc l'expérience d'achat, mais aussi d'offrir une expérience inoubliable. Je ne sais pas si tu veux. Non, c'était très beau. D'autres questions? Alors moi, je peux vous poser une question, c'est par rapport à vos projets. Par rapport à vos projets, comment est-ce que vous ressentez cette information? Est-ce que ça vous apparaît utile? Est-ce que ça vous apparaît novateur sur certains points? Ou quelle est votre opinion? Alors, ça permet plusieurs choses. D'abord de se conforter ou pas. Donc, moi, je suis sur une plateforme de personnalisation de son voyage, de planification de son voyage en toute autonomie. Donc, la personnalisation qui s'en dégage, forcément, ça nous conforte. Après, ça permet aussi de voir un petit peu ce qu'il faut proposer comme offre supplémentaire. Donc, on voit qu'il y a l'éthique, on voit qu'il y a vraiment d'autres profils qu'on n'avait pas forcément en tête, enfin que j'avais pas forcément en tête, et qu'il faut surtout pas négliger, quoi. C'est ça qui est aussi intéressant. Alors je vois qu'on a quand même un peu de temps aussi quand même pour s'y préparer, même si tout est très concurrentiel et voilà, et tout va très vite, mais donc voilà, donc c'est assez intéressant, ouais, effectivement. D'autres commentaires? Non, dans ce cas-là, on peut vous remercier de votre présence un lundi matin, de vos questions. Et s'il y avait des questions supplémentaires, soit à travers Welcome City Lab ou à travers Eventia, on sera très heureux d'y répondre, que ce soit sur le sujet ou d'autres sujets qui gravitent autour du voyage ou d'Amadeus. Merci beaucoup.